certains d'entre nous connaissent déjà Marc, puisqu'on l'a vu à Roquebrune il y a 3 ans. Il avait fait un topo sur la topologie, pardon, dont on se souvient encore. Et puis... Interrogation écrite. Non, mais tu vas pouvoir faire ton prof, quoi. Et puis... il nous propose, il va introduire, on a eu la chance de se rencontrer ce printemps à l'UNESCO avec Montagnier et il a pu travailler avec lui, faire un congrès au mois de septembre à l'UNESCO de nouveau sur les travaux de Montagnier, sur les bases physiques qui permettent d'expliquer pourquoi l'eau transporte cette mémoire, etc. C'est absolument passionnant. Et je lui ai demandé de nous faire une proposition ce soir par rapport à notre modèle de psychologie, qui nous permet de travailler, qui nous permet de concevoir des choses, qui nous permet d'avoir des résultats, qui nous permet de découvrir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Comment lui, avec les bases de physique, avec les modèles qui existent, puisque nous on était au départ parti d'un modèle d'origine de Charon, qu'est-ce qu'il peut nous proposer, qu'est-ce qu'il a à nous dire là-dessus. Je te donne la parole. Donc bonjour à tous, c'est ravi d'être ici. Comme vous l'avez dit, Claudie, Les ouverts. De l'air. on va parler d'un peu de mondes qui ne sont pas forcément des mondes observables, mais qui sont des mondes bien réels. Et c'est un petit peu l'enjeu, disons, de cette science du XXIe siècle. C'est que les sciences, jusqu'au XXIe siècle, étaient toujours des sciences de l'observation. C'est-à-dire qu'on développe des outils de mesure, on observe et on essaye de comprendre les lois. Évidemment, cette démarche qui consistait à toujours aller observer d'abord, pour pouvoir ensuite faire de la science, elle n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, quand on remonte suffisamment loin dans le temps, bien avant une époque qui est très caractéristique de l'apparition du mode de pensée scientifique, qui est l'époque de Galilée, si on remonte bien avant Galilée, au contraire, il y avait à ce moment-là, pour tout le monde, c'était évident que l'observable était une illusion. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit autour de nous, ça n'existe pas. Et que l'esprit était la chose qui gouvernait la matière. Suite à Galilée, on a un petit peu basculé, c'est-à-dire qu'on s'est dit, oui, l'esprit qui contrôle la matière, non, on va essayer de faire des observations. Alors, ces observations, elles ont toujours ce qui démontre, qui donne, disons, le sucre, la drogue du scientifique, c'est quoi? C'est l'unification. C'est-à-dire qu'on cherche à voir des choses, et ensuite on va dire, ah ben non, là on voit deux choses différentes, mais en fait c'est la même chose. Ça, cette mode de vision, ça remonte essentiellement aux Grecs. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les épicycles de Ptolémée, aujourd'hui on ne les utilise plus, mais comment ils sont nés? Ils sont nés d'une volonté d'unification. C'est-à-dire que les Grecs se sont dit, il y a du soleil, il y a la lune, il y a la terre, il y a les planètes, on connaissait les planètes. On a fait cette unification qui consistait à assimiler le soleil et les planètes à ce qu'on appelle des corps célestes. C'est-à-dire qu'on a généralisé. Si vous observez par exemple un astre comme Vénus et le soleil, il est évident que ces deux choses-là sont visuellement différentes. Vous ne pouvez pas confondre Vénus et le soleil. Eh bien, les Grecs vont dire, si Vénus et le soleil appartiennent à la même classe qu'on appelle des objets célestes. C'est une unification, c'est-à-dire qu'on prend des choses qui normalement nous apparaissent comme étant différentes et on met en place une vision du monde qui dit qu'en fait c'est la même chose. On va appeler ça corps céleste et on va dire, ben c'est facile, la Terre elle est au centre de l'univers,
le Soleil tourne autour de la Terre, Vénus tourne autour de la Terre, la Lune tourne autour de la Terre, et tout ça, pour décrire le mouvement, on a inventé ces mouvements circulaires, ces épicycles, ça va être très compliqué. Ça va durer, vous le savez tous, à peu près 1500 ans. On va penser comme ça. Et puis on arrive donc à cette époque de Galilée, où on va un petit peu changer. Et c'est pas Galilée en fait qui va mettre, disons, le premier le doigt dans le pot de confiture, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno va faire une autre unification. Il va dire non, écoutez, unifier le Soleil et les planètes, ça ne va pas du tout. Il faut unifier le Soleil et les étoiles. C'est-à-dire qu'il va dire c'est le même feu qui brûle dans le Soleil et c'est le même feu qui brûle dans les étoiles. Pour vous, aujourd'hui, ça peut sembler évident. Hein. Les étoiles, ce sont en fait, les étoiles sont des soleils. Mais à l'époque de Giordano Bruno, c'est pas évident du tout. Parce que les étoiles sont minuscules. Et je vous rappelle qu'à l'époque de Giordano Bruno, les étoiles, c'était quoi? C'était des trous dans la voûte céleste par lesquels passait le feu qui était derrière l'univers. Ce n'était pas du tout des étoiles. Il fallait être très puissant, avoir un esprit très abstrait pour imaginer que ces étoiles n'étaient pas des trous dans une toile noire, mais des soleils qui étaient très loin. Et là, vous ouvrez une boîte de Pandore. Parce que s'il y a des soleils très loin, il y a peut-être des planètes autour de ces soleils. Mais s'il y a des planètes autour de ces soleils, il y a peut-être des gens. Mais alors Dieu, il est venu pour qui? Parce que je vous rappelle qu'à cette époque, c'est la religion catholique, et on sait très bien que Jésus, Fils de Dieu, est venu sur terre pour nous, terriens. Mais s'il existe d'autres soleils, aïe aïe aïe, vous comprenez que l'Église va tout de suite prendre cette théorie comme hérétique. Parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Jésus va devoir se préoccuper aussi de ce qui se passe dans toutes les étoiles. Mais alors, il ne saura plus s'occuper de nous. Et cette unification du Soleil et des étoiles va coûter la vie à Giordano Bruno. On va le brûler. On ne va pas le brûler parce qu'on trouve qu'il est hérétique, on va le brûler parce que s'il a raison, c'est grave. Ça remet en cause tout un processus de pensée qui durait depuis des millénaires d'années, des milliers d'années. Alors, je vous dis ça parce que chaque fois que vous avez cette volonté d'unification, on la reconnaît à un bouleversement de paradigme. C'est-à-dire que quand vous unifiez quelque chose, forcément la société n'est plus la même après. C'est à ça qu'on reconnaît le principe d'unification. Et l'unification des planètes et du Soleil a bouleversé la vision du monde qu'avaient les hommes préhistoriques. L'unification des étoiles et du Soleil a bouleversé le monde chrétien. Ça l'a mis à bas et ça a donné naissance à la science. Et après, évidemment, Galilée est arrivé et il a fait une autre unification que vous connaissez tous, qui est encore moins évidente. La grande unification de Galilée, c'est de dire que le repos, c'est pareil que le mouvement. Et encore une fois, essayez d'imaginer la puissance de raisonnement d'un Galilée. Vous voyez un objet qui est au repos, vous voyez un objet qui bouge, et vous dites c'est pareil. Et ça, c'est la véritable naissance de la science, c'est-à-dire qu'on va démarrer, comprendre que le mouvement est une illusion et qu'il est relatif. Ça s'appelle le principe de relativité galiléenne. Et là aussi, ça va bouleverser complètement la société médiévale de l'époque, parce que, au lieu de maintenant de dire que c'est l'esprit qui gouverne la matière, on va dire que la matière et l'esprit sont deux choses dissociées. Et on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la matière, qui avait été négligée jusqu'à l'époque de Galilée. Vous connaissez sûrement l'autre grande unification il a fallu attendre à peu près 400 ans après Galilée. C'est celle où on rentre dans le XXe siècle, c'est la grande unification d'Albert Einstein, qui va dire que l'espace et le temps, c'est pareil. Vous voyez?
la progression. C'est-à-dire qu'on va toujours aller vers des choses qui sont de plus en plus schtroumpfs. Parce que, prenez le temps, prenez l'espace, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose? Eh bien, Einstein va dire oui. Nous vivons dans un continuum quasi-dimensionnel. Alors, c'est là où je vais mettre un petit peu des choses au tableau. Alors, parce que là, on rentre dans la science. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de physique très, très compliqué. Mais par contre, il y a certains points importants qu'il est bon. Tout ce que vous voyez passer ici, c'est disons le minimum de ce que vous devez à peu près connaître si vous voulez avoir une approche scientifique. Parce qu'on va parler de choses très intéressantes. C'est-à-dire que la physique moderne nous amène dans des mondes qui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas observables. Donc, comme on ne peut pas observer, il va falloir qu'on ait notre esprit, notre intellect, qui nous permet d'appréhender ces mondes. Alors, évidemment, vous faites de la psychonomie, donc vous savez aussi que ces mondes, peut-être, vous les appréhendez par votre technique. Parce qu'on reconnaît une technique dite énergétique ou non matérielle par le fait qu'on ne touche pas la personne, on n'intervient pas avec un médicament, on n'intervient pas avec quelque chose qui veut dire que forcément vous agissez à un autre niveau que la matière. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Et c'est là où vous allez rencontrer les théories physiques d'aujourd'hui qui effectivement nous disent que le monde est dual. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on observe et des choses qu'on n'observe pas. Et ce que nous apprend la physique, c'est qu'on peut très bien agir ce qu'on appelle dans l'arrière-plan, dans l'endroit où on ne voit rien, et que ce qu'on fait dans cet arrière-plan va avoir des conséquences sur la matière. Donc, si ça vous intéresse, il va falloir faire un petit peu de physique. Si vous voulez faire la jonction entre votre pratique et ce que la science moderne, aujourd'hui, vous dit. Sachant que la science moderne ne vous aide pas, parce que la science moderne vous met tout de suite devant un formalisme mathématique. Si vous avez essayé de rentrer un petit peu dans ces choses-là, vous dites c'est intéressant, vous avez dû tout de suite remarquer qu'il y a le formalisme mathématique qui bloque. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des symboles qu'on ne comprend pas, on voit des tas de trucs, et à la fin on en est là, bah oui, bah je le crois. Il doit avoir raison, mais est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'est pas en train de, comme un prestidigitateur, de faire des tours de passe-passe pour me faire passer une idée qui en fait ne vaut pas un clou? C'est toujours le problème qu'on a face aux scientifiques qui vous disent mais croyez-moi. Donc moi je ne vais pas vous demander de me croire. Je vais juste vous donner quelques outils, ils sont très simples, je veux dire. Il n'y a vraiment pas besoin, si vous savez faire des multiplications et des divisions, ça suffira. Mais ce n'est pas parce qu'on a un outil qui est très simple qu'on ne va pas aller très loin. On va aller très très loin, puisque je vais vous amener dans le monde de ce qu'on appelle la gravitation quantique, qui est le must de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si on n'est pas là, je ne suis pas là pour faire un cours magistral, vous n'êtes pas mes étudiants. S'il y a des choses qui... Ne laissez pas passer, posez la question tout de suite. S'il y a un truc qui vous coince, si par contre tout va bien, bon, on continue, tranquillou, on verra bien où ça nous mène. Alors, le premier mot qu'on va rencontrer, c'est donc la première grande unification après Galilée, comme je l'ai dit. Vous connaissez tous Albert Einstein. Quand on dit Albert Einstein, tout de suite, grande star de la physique, on est sur du lourd, sur du sûr. Il paraît qu'il avait un cerveau énorme. On l'a conservé, vous savez, le cerveau d'Einstein est conservé. On va essayer de comprendre ce qu'a dit Einstein. En fait, Einstein, il a dit des choses très simples. Moi, j'ai lu tous les papiers d'Einstein. Ils sont très très simples. Il n'y a pas plus qu'une multiplication et une division. Ce qui est difficile, c'est ceux qui vous expliquent Einstein. Parce que eux, ils ne vous expliquent pas une multiplication et une division.
Mais quand vous lisez les papiers d'Einstein, c'est quelqu'un qui en fait n'était pas très bon en mathématiques. Par contre, c'était un bon physicien. C'est-à-dire qu'il réfléchissait et il avait des idées. Et c'est ces idées que je vais vous faire passer, parce qu'on reconnaît un bon physicien, non pas au tonnes d'équations qu'il vous écrit, mais à l'idée, c'est-à-dire de vous dire, il y a une équation, bien sûr, mais derrière, voilà l'idée qui est. Voilà un petit peu ce qu'on pense. Alors, on va commencer par la grande unification de 1905, qu'on appelle la relativité restreinte. Alors, je vais vous apprendre à décoder les mots. Relativité, ça fait peur. En fait, ça ne fait pas peur du tout. C'est ni plus ni moins que l'unification de Galilée. Quand vous dites relativité, vous dites le repos, c'est comme le mouvement. C'est tout. Il n'y a pas plus difficile. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui bouge, vous dites non, il ne bouge pas. Et c'est là où la grande astuce d'Albert Einstein. C'est-à-dire pourquoi vous avez le droit de dire que ça ne bouge pas? Parce que vous allez changer de repère. C'est-à-dire que vous allez vous placer, vous voyez un objet qui est bougé, au lieu de vous placer à l'extérieur de l'objet, vous vous placez dessus. Et si vous vous placez dessus, vous le savez tous, on est immobile. C'est ça la relativité. C'est cette capacité qu'on a par l'intellect, par l'esprit, de se placer où on veut. Et ce que nous dit la relativité d'Einstein, c'est qu'on peut se placer où on veut. Il n'y a pas de limite. Votre esprit peut se placer comme il veut, et ce qui fait que vous pouvez regarder le mouvement, soit comme du repos. Vous avez le droit de dire ça ne bouge pas. Ou alors vous avez le droit de dire si ça bouge. Et c'est là où on retrouve les épicycles de Ptolémée. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple, c'est une chose, je me bats tout le temps contre les gens me disent le soleil, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, c'est pas l'inverse. Bon. Moi je leur dis non. Levez-vous le matin, ouvrez votre fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Vous n'avez pas le droit de dire que la Terre tourne autour du soleil, c'est pas ce que vous voyez. Pourquoi vous dites quelque chose que vous ne voyez pas? Vous y croyez à vos yeux? Ben, si vous croyez à vos yeux, c'est bien le soleil qui tourne autour de la Terre, pas l'inverse. Et c'est là où la relativité devient intéressante. Parce qu'elle vous dit que le mouvement est relatif. Et que bien sûr, ça c'est un bon mouvement. Mais maintenant, si je me mets sur le soleil, qu'est-ce que je vais voir? Ah, oui, je vais voir qu'effectivement la Terre tourne autour. Mais est-ce que je peux me mettre sur le soleil? Ben, je vous le déconseille. 4500 degrés, vous ne pouvez même pas faire d'observation. Donc ça, c'est un petit peu l'idée, c'est de savoir que c'est une très grande idée de physique qu'on a toujours le droit de changer de repère. Alors, ça a des conséquences très profondes. Parce que bien sûr, on va pouvoir parler de relativité restreinte, généralisée, des choses très scientifiques. Mais ça peut aussi s'appliquer dans la vie de tous les jours. Vous êtes face à une situation qui vous déplaît. Changez de repère. Changez de repère. La relativité, vous l'autorisez. Et vous verrez que la situation n'est plus du tout la même. Ce que vous croyez impossible le devient. Parce que vous avez changé de repère. Ou ce qui est insupportable le serait moins dans votre repère. Bien sûr. Pour ça, n'ayez pas peur de la relativité. C'est quelque chose qui est très fort. Ça s'applique vraiment beaucoup. Alors, le deuxième terme, c'est restreint. Pourquoi on parle de relativité restreinte? On parle de relativité restreinte parce que, comme le dit le mot, ça veut dire qu'on ne va pas généraliser tout. On ne va pas considérer tous les mouvements les plus généraux. Parmi tous les mouvements les plus généraux, on va prendre les plus évidents, qui sont ce qu'on appelle les mouvements de translation. Pourquoi? Parce que vous avez tous sûrement fait cette expérience un jour dans une gare. Vous avez deux trains qui sont garés l'un à côté de l'autre, au repos. Vous êtes dans un train. Tout d'un coup, vous dites « Oh, le train a démarré ». Mais vous regardez, ah non, c'est l'autre. Si vous avez fait, je vous invite à faire cette expérience, on a vraiment l'impression que c'est nous qui bougons. Alors que non, on est au repos et c'est l'autre train. C'est ce type de mouvement que concerne la relativité restreinte. On se restreint à ce type de mouvement, c'est-à-dire de vitesse uniforme. Alors ça va amener deux choses. Ça va amener le premier principe qui est V inférieur ou égal à C.
C'est-à-dire que ce qu'on appelle la vitesse, eh ben, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que la vitesse, vous savez, c'est la distance que je parcours par unité de temps. Vous connaissez tout ce que c'est, vous avez vos compteurs sur vos voitures. Eh bien, le simple fait de dire que le mouvement est pareil que le repos, ça a pour conséquence qu'il y a une vitesse maximale, qu'on note petit c, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, cette vitesse petit c, elle joue un rôle crucial, et elle a comme valeur, donc, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, si vous préférez 300 000 km en une seconde. Ça paraît surprenant, une vitesse, comme ça. Ce qui est le plus important de retenir, c'est pas tellement que la valeur, on s'en fiche, c'est que cette valeur est la même pour tout le monde. Quand je dis cette valeur est la même pour tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit le repère où je me place. Et ça, c'est pas banal. Parce que ça veut dire que même si je me déplace, je mesurerai toujours la même vitesse. Pour la lumière! Ça, c'est la grande idée d'Einstein. Et vous savez comment il a trouvé ça en se plaçant sur un rayon de lumière. Il s'est imaginé chevauchant un rayon de lumière. Et là, effectivement, il s'est dit, si je chevauche un rayon de lumière, je ne vois pas, je vois toujours un mouvement à la vitesse de la lumière. Alors, je ne sais pas si vous imaginez les conséquences. Je vais vous le faire comme ça. Avant Einstein, on avait de l'énergie. Et on avait de la masse. C'était deux choses différentes. Que veut dire que j'ai une vitesse qui est la même pour tout le monde? Ben, ça veut dire que cette constante, je peux l'utiliser. Où que je sois dans l'univers, quel que soit mon mouvement, ce sera toujours la même valeur. C'est donc un point sûr, sur lequel tout le monde est d'accord. Mais si ça c'est vrai, je vous rappelle qu'une vitesse, ça a comme dimension une longueur que divise un temps, c'est la distance que je parcours pendant un certain moment. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie? C'est une masse que multiplie une surface, que multiplie le carré de l'inverse d'un temps. Ce qu'on appelle l'énergie. Alors évidemment, cette énergie, on la trouve comment? Vous pouvez la voir de plusieurs façons. Vous pouvez prendre par exemple la loi de Newton, F égale m gamma, où F est la force, gamma l'accélération. L'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse. Donc mt-2, il faut bien varier la vitesse dans le temps. Je multiplie par la masse, ça fait mnt-2, et moi, il suffit que je multiplie par L pour trouver une énergie. L'énergie, c'est la force qui travaille. J'ai une force, elle travaille, ça me coûte de l'énergie. Vous la connaissez, cette grandeur. Si je vous demande de monter 10 kg sur un immeuble de 100 étages, vous allez dépenser de l'énergie. Force que multiplie un déplacement qu'il va falloir faire. Mais regardez ce qui se passe. C'est à ce contenu-là. Or, qu'est-ce que je trouve ici? L2 témoin 2. C'est-à-dire que je peux écrire E égale MC2. C'est la fameuse relation d'équivalence masse-énergie. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'équations, elle vient tout simplement du fait que C est le même pour tout le monde. Et comme C est le même pour tout le monde, automatiquement, vous avez une unification. Einstein vient d'unifier l'espace et le temps. Et qu'est-ce qu'on a en prime? Unification de l'énergie et de la masse. Sur le coup, Einstein ne va pas se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'il y a une unification, il y a un changement de société. Ce changement de société, nos grands-pères l'ont vécu. Ça s'appelle l'ère atomique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réalisé ça, on a compris qu'on pouvait construire des bombes atomiques. Il y a des millions de personnes qui en sont mortes. Vous voyez ce que veut dire unification? C'est parce qu'on a unifié la masse et l'énergie qu'on a pu imaginer cet armement. Donc imaginez, quand je vais vous amener à la gravitation quantique, ça va être toujours une unification. Chaque fois que j'unifie, je bouleverse
la société. N'oubliez jamais ça. Et on va unifier. On vient d'unifier l'espace et le temps, en relativité restreinte, avec comme conséquence directe l'unification de la masse et de l'énergie. Alors, je suis allé peut-être un peu vite. Est-ce que vous comprenez en quoi le fait d'avoir une vitesse constante unifie l'espace et le temps? Ben, ça vient de ça. C'est-à-dire que si j'écris les coordonnées de l'espace, vous savez tous qu'on est dans un espace à 3 dimensions, devant, derrière, gauche, droite, dessus, dessous. On appelle ça X, Y, Z, les 3 coordonnées de l'espace. Tant que je n'ai pas ce C qui est le même pour tout le monde, le temps est différent. Mais si maintenant je dis que C est le même pour tout le monde, si je prends le temps et que je multiplie par cette constante, j'obtiens quoi? De l'espace. Et c'est ça la grande idée d'Einstein, c'est de dire qu'effectivement, le temps, en fait, c'est de l'espace. On dit qu'Einstein a spatialisé le temps. Vous croyez vivre dans un espace à 3 dimensions, en fait non, on vit dans un espace à 4. La 4e dimension, on l'obtient simplement en utilisant cette fameuse constante. Et pourquoi? Vous voyez l'importance qu'elle soit la même pour tout le monde. C'est qu'on a toujours le droit de faire ça, quel que soit l'état de vie. Alors en fait, il va y avoir un petit problème. Et là, ça va être le point technique. Mais qui est très important, c'est pour ça que je ne peux pas vous le cacher. C'est que même si je spatialise le temps, il y a quand même un problème. C'est que dans le temps, on peut aller que dans un sens. Alors que dans l'espace, je peux annuler. Si je vais vers la gauche, je peux revenir vers la droite, etc. Dans le temps, si je vais vers le futur, c'est foutu. Vous savez tous qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Donc ça, il va falloir le faire rentrer dans la théorie. Et on va le faire rentrer par ceci. C'est-à-dire que, avant Albert Einstein, ce qu'on appelait les nombres complexes ou imaginaires étaient des pures inventions mathématiques. C'était des trucs de mathématiciens en mal de patience. Ils s'emmerdaient. Comme ils s'emmerdaient, ils avaient essayé de résoudre une équation impossible à résoudre. Vous l'écrivez parce que vous la connaissez tous, cette équation. Voilà, ils cherchaient le nombre qui est vu au carré donne moins 1. Un mathématicien, ça n'a rien à faire. Ça s'embête. Comme ça s'embête, il s'est dit, supposons qu'il y ait un nombre qui soit satisfait cette équation, on l'a appelé petit i. Et on a inventé ce nombre idiot qui, lorsque je l'élève au carré, donne moins 1. Et ça, c'est Fermat, on est au XVIIe siècle, hein, je veux dire. Les mathématiciens, ils sont là, ils doivent un coup de pinard, ils s'amusent avec ces nombres, ils découvrent des propriétés. Et voilà pas que M. Minkowski, quand il essaye de comprendre la théorie d'Einstein, il dit, mais si on veut comprendre ce que c'est que le mouvement, il faut absolument mettre un petit i ici. C'est-à-dire que le temps est ce qu'on appelle imaginaire. Alors, je n'aime pas ce terme d'imaginaire, parce que imaginaire, ça se fait supposer que ça n'existe pas. En fait, I est quelque chose de bien réel, parce que si c'était quelque chose qui était complètement imaginaire, on ne le retrouverait pas dans la physique. Si on le retrouve, si on est obligé de le mettre, c'est que c'est quelque chose qui est réel. Mais ce n'est pas un réel au sens où vous avez l'habitude. On va tout de suite vous expliquer ce que c'est qu'un réel. Un réel, c'est ça. On est d'accord? Si je vous donne un nombre, 3,43,28, ben vous allez placer une origine, puis vous allez avoir ici votre 3,487 par exemple. Et vous voyez qu'on a cette famille de nombres qui peut être positif ou négatif, et je le place sur un axe. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Toujours changer de cadre. Parce qu'on ne peut pas changer le cadre de pensée des nombres. Ah si. Qu'est-ce qui se passe si je mets un deuxième axe comme ceci? C'est-à-dire que je ne pense pas le nombre comme une ligne, mais que je pense le nombre comme un plan. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ben oui, parce que maintenant il me faut deux coordonnées, x
et Y pour localiser mon point. Avant, je n'avais besoin que d'une, puisque j'étais sur une ligne. Mais là, il m'en faut deux. Et qu'est-ce que c'est que cette opération qui me fait passer X en Y, qui me change de dimension? C'est petit I. Je peux vous le démontrer. Regardez-moi. Je tourne de 90 degrés. Je tourne de 180 degrés. Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire l'opposé de ce que je suis. Je tourne encore de 90 degrés. Et encore de 90 degrés. J'ai fait 4 fois I. Si je fais 4 fois I, ça fait 1. 2 fois I, ça fait moins 1. Il faut faire encore 2 fois I pour retrouver 1. I, c'est une rotation de 90 degrés. Chaque fois que vous dites I, vous dites tourner de 90 degrés vers un nouvel espace. Un nouvel espace. Évidemment, cet espace, il est imaginaire, il est peut-être dans votre tête. Parce que ce n'est pas l'espace dont on vous parle. On parle d'un espace qui est orthogonal à celui que vous connaissez, mais qui existe. Et que si vous voulez revenir dans votre espace, n'oubliez pas qu'il faut tourner 4 fois. Si vous tournez que 2 fois, vous revenez dans votre espace, mais vous avez un problème. C'est que si vous aviez la tête en haut, vous retrouviez la tête en bas. Si vous étiez à gauche, vous vous retrouvez à droite. Si vous étiez devant, vous vous retrouvez derrière. Ce monde qui est orthogonal, qu'on appelle la coordonnée Y du monde complet, c'est un monde que vous ne pouvez pas observer. Vous ne voyez pas, mais il existe. C'est le monde des mondes complexes. Et si Claudie vous a appliqué un petit peu le modèle de Jean Charron, ce petit i intervient. Vous voyez ce que signifie ce petit i, c'est cette dimension m'exaspère, j'en veux une autre. Plaf. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la relativité restreinte. Vous imaginez, avec un truc qui est restreint, tout ce qu'on vient de faire? Parce qu'il y a encore plein de choses qu'on va faire. Maintenant, je vais vous parler de la relativité générale. Alors, comme son nom l'indique, générale, ça a été la grande idée d'Einstein, c'est de dire, mais pourquoi restreinte? Pourquoi se limiter à ces mouvements qui sont à vitesse constante? Pourquoi pas tout type de mouvement? Alors là, on a dit, Einstein, t'es fou. Parce qu'encore, sur le mouvement de relativité restreinte, on est tous d'accord. C'est l'expérience des deux trains dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez la faire, vous pouvez vérifier qu'Einstein a raison. Pour l'autre, c'est plus dur à avaler. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire que même si vous avez un mouvement accéléré, c'est la même chose que le repos. Or, vous savez tous que quand vous avez un mouvement accéléré, c'est quoi? C'est un mouvement sur un cercle. On a ce qu'on appelle une force centrifuge. Là, on le sent bien. Et la force d'Einstein, ça va être de dire non, cette force, elle est fictive. Elle n'existe pas. C'est une question de repère. Là aussi. C'est parce que je choisis un repère très particulier que je vois cette force, je peux l'annuler. Alors, il va mettre du temps. Puisqu'entre 1905, relativité restreinte et la relativité générale va être de 1915. Il va mettre 10 ans. Ça cogite. Et il va trouver la solution. Elle est belle, cette solution. Il va se voir comme pour la relativité restreinte, il s'était vu chevauchant un rayon de lumière. C'est-à-dire, je ne vais pas refaire le coup. Ça a déjà donné la relativité restreinte, il faut faire quelque chose de plus intelligent. Alors, il va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Il va dire, je vais me mettre dans un ascenseur et je vais couper la corde. Couper la corde de l'ascenseur. C'est-à-dire que, vous voyez tout ce que c'est qu'un ascenseur, ça vous fait monter, par exemple, on va prendre l'immeuble de Dubaï, c'est un peu haut, hein, sérieux, vous montez l'ascenseur, il y a une corde qui retient, il y a une gravitation. Et qu'est-ce qu'on fait? On coupe la corde. Qu'est-ce que va faire l'ascenseur? Il va tomber à ce qu'on appelle en chute libre. Et qu'est-ce que vous allez observer? La pesanteur. Vous allez observer que vous volez. C'est-à-dire que automatiquement, vous allez quitter le plancher
et vous n'allez plus sentir votre masse. L'expérience a été faite, vous ne pouvez pas la faire dans la vie de tous les jours, parce que si vous vous amusez à la faire, vous irez au cimetière. Mais par contre, les pilotes savent faire ça. Vous savez qu'on a des avions qu'on appelle les caravelles. On ne sait plus quoi en faire, alors on les fait décoller jusqu'à 15 000 mètres, et là le pilote coupe les gaz. La caravelle entame ce qu'on appelle un vol parabolique, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune force, elle chute dans la gravitation terrestre, et tous les gens qui sont à la caravelle n'ont plus de masse. Alors, c'est pas qu'ils n'ont plus de masse, ils n'ont en fait plus de poids. Le poids disparaît. Vous ne sentez plus aucune poids, plus aucune lourdeur, plus aucune... Vos muscles deviennent flasques, les gouttes d'eau se comportent comme des choses, ce qui prouve bien que la gravitation est une illusion. Einstein a raison. Il faut se placer dans un repère qui chute. Si je me place dans un repère qui chute, j'annule la gravitation. C'est la relativité générale. C'est-à-dire que vous sentez la Terre, chaque fois que vous tombez, vous sentez cette force de gravitation. Ben, dites, c'est une illusion. C'est une illusion. Il y a un autre repère où vous êtes en train de flotter, et où c'est la Terre qui vient vous rencontrer. Le résultat est le même. Vous avez mal dans les deux cas. Mais les deux repères sont équivalents. C'est ce que nous dit la relativité générale. Alors, ça va avoir des conséquences, comme toujours. C'est qu'on a une nouvelle constante de la nature, qui est la constante de gravitation. 6,7, 10 moins 11 mètres cubes par kilo et par seconde au carré. C'est ce qu'on appelle la constante de Newton. Elle a été trouvée par Newton. Et, chose qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui est une conséquence directe, c'est qu'on va avoir donc ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Schwarzschild, c'est un allemand, avec un nom pareil. C'est-à-dire que cette constante va nous introduire à un monde qui est un petit peu particulier. Dans le monde de la relativité restreinte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre un objet et vous pouvez le rendre jusqu'à un point. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que vous pouvez concentrer la masse sur un point. Alors, la gravité générale, vous ne pouvez plus. Il y a une taille minimale. C'est-à-dire que si je contracte mon objet, je pourrais aller jusqu'à une certaine taille, mais à un moment donné, je vais rencontrer ce qu'on appelle un problème. Il y a une taille critique, vous l'avez ici, vous pouvez la calculer, hein, c'est 2 fois votre masse que multiplie la constante G, que vous avez, que divise le carré de la vitesse de la lumière. Cette constante, c'est votre taille minimale. C'est-à-dire que si je prenais toute votre matière et que j'essayais de la mettre dans le plus petit volume possible, je ne pourrais pas dépasser cette taille. Quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes ce qu'on appelle un trou noir. C'est ce qu'on appelle le rayon du trou noir. C'est-à-dire que la matière a été tellement comprimée qu'elle dit stop, on ne peut pas aller plus loin. Et ça, c'est une conséquence d'unifier le mouvement en gravitation avec le mouvement en transversation. Alors, je vous ai mis aussi des petits dessins pour que vous voyez un petit peu le changement de société. Là, c'est la relativité restreinte. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que vous avez ce qu'on appelle l'espace-temps, qui est une espèce de container, une espèce de récipient. Et qu'est-ce que vous avez dans ce récipient? Si vous regardez cette pièce, vous voyez bien qu'il y a de l'espace. Et vous voyez bien que vous êtes plongé dans cette pièce, mais que vous avez le droit de quitter cette pièce. Si je sors par la porte, vous n'êtes plus dans la pièce parce que la pièce disparaît. Non, la pièce reste là, vous êtes détaché. En relativité générale, c'est plus le cas. Vous êtes la pièce. C'est-à-dire que quand vous sortez, vous emmenez la pièce avec vous. Pareil. Et évidemment, j'ai pris la pièce, mais n'oubliez pas que la pièce, elle est sur la Terre, donc vous prenez aussi la Terre avec vous. N'oubliez pas que la Terre, elle est accrochée au Soleil, donc vous prenez aussi le Soleil avec vous.
Le Soleil, il est accroché à la galaxie, donc prenez aussi la galaxie avec vous. C'est-à-dire que chaque fois que vous bougez l'univers entier. Ça, c'est la relativité générale. Si je bouge le petit doigt, c'est l'univers qui est concerné. Vous voyez le changement de paradigme de nouveau? J'ai unifié la masse avec l'espace et le temps. J'ai dit que l'espace, le temps et la masse, c'était la même chose. Et maintenant, je suis l'univers. Bien sûr. Il faut s'appeler Einstein. Au moins. Non mais, vous pouvez écrire ça avec des équations, mais moi je vous donne juste la philosophie de ce qui est derrière. Ce que ça veut dire concrètement d'être en relativité générale. Donc être en relativité générale, c'est ça. C'est-à-dire que on va prendre l'objet le plus simple qu'on appelle le champ. Pourquoi? Parce que la matière c'est compliqué. On a des outils, des objets qui sont beaucoup plus simples, qui sont les champs, qu'on appelle par exemple les champs électriques, les champs magnétiques, les champs de gravitation. Parce que ce sont des choses non matérielles qui n'ont pas de masse. Donc c'est plus simple. Une particule, c'est aussi un champ, comme on va le voir, mais ça a une masse en plus, ça rend une chose plus compliquée. Donc on aime bien d'abord parler de choses qui n'ont pas de masse. Donc le prototype de choses qui n'a pas de masse, c'est la lumière. Je parle de la lumière dans l'espace. C'est relativement simple. Ben, ça veut dire que la lumière, elle appartient à l'espace. C'est-à-dire que quand elle voyage, elle fait bouger l'espace. Elle ne se propage pas dans l'espace. Elle est l'espace. De la même façon que vous êtes l'espace. Vous êtes le temps. Et ça, vous comprenez que c'est une idée qui est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que celle-là, elle a été avancée en 1915, mais on ne l'a toujours pas digérée. On en est resté encore. À la limite, on a à peu près dirigé la relativité restreinte. Je dis à peu près, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que, effectivement, le mouvement est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'effectivement, le Soleil tourne autour de la Terre. Mais réellement, ce n'est pas une illusion. C'est-à-dire que c'est là, ils n'ont même pas pigé la relativité restreinte. Mais bon, c'est pas grave. Vous l'avez compris. Moi, je parle maintenant de vous expliquer que vous êtes l'espace, vous êtes le temps. Parce que si je dis que vous êtes la matière, on va se couper. Mais si je vous dis que vous êtes l'espace, vous le créez par votre présence, vous l'affectez, et cette perturbation se répercute à l'échelle de l'univers, vous comprenez que là, ça a quand même quelque chose que, lorsqu'on va mettre ça dans la société, on va changer de paradigme. Alors, les conséquences, on les connaît très bien. Ce sont les propulsions interstellaires, ce sont les capacités qu'on va avoir d'atteindre des objets qui peuvent sembler très éloignés, mais qui en fait, si on peut courber l'espace, comme nous dit Einstein, on peut peut-être se déplacer en fait très vite. Ça va révolutionner les voyages interspatiaux. Mais là, je vous parle du 22e siècle, quand on aura vraiment assimilé ça. Pour le moment, on en est encore au 21e, c'est-à-dire qu'on peine péniblement. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Il me reste cette petite relation qui est intéressante parce que on a toujours une préférence pour le repos. Notre état naturel de référence devrait être le mouvement. C'est-à-dire que quand vous voulez choisir un repère, vous devez toujours choisir, si vous êtes un relativiste généraliste, quel repère vous allez choisir? La chute libre. C'est pas évident. C'est-à-dire que je vais observer la nature en considérant que je chute. Et pourtant, c'est le seul repère naturel. On préfère un repère où on ne bouge pas. Et c'est ça notre drame. C'est parce qu'on choisit un repère où on ne bouge pas que la physique est compliquée. Si on choisissait un repère où on chute, ce serait très simple. Mais on veut toujours exprimer ce qu'on observe dans un repère où nous sommes mobiles, parce que nous avons un ego, nous sommes le centre du monde, et le centre du monde, c'est nous, il est immobile. On ne peut pas imaginer que le centre du monde bouge. Parce que si le centre du monde bouge, ça pose la question, il bouge dans quoi? Alors, il bouge dans quoi? C'est pas évident quand même. Donc, c'est beaucoup plus sûr de dire, moi, je me centre et j'observe. L'esprit humain, le cerveau est fait comme ça. Donc c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle ici la masse au repos. On l'indique par 0, c'est une masse qui intervient lorsque vous êtes au repos.
Et puis ça, c'est tout simplement le produit de la masse par la vitesse élevée au carré. C'est une autre façon qu'on a de reconnaître une particule matérielle. C'est-à-dire que quand vous écrivez ça, si la masse au repos ici est différente de 0, c'est de la matière. Si la masse au repos est nulle, c'est du rayonnement, de la lumière. C'est comme ça qu'on distingue la relativité matière et rayonnement. Parce que je vous rappelle qu'il y a toujours en physique deux types d'objets. Les objets qui sont qualifiés de matériels et les objets qui sont qualifiés de immatériels, qu'on appelle la lumière, et que de façon plus générale, aujourd'hui, on appelle des champs. Et on les appelle des champs parce que je vous rappelle que vers la fin du XIXe siècle, un physicien écossais du nom de James Clerk Maxwell a écrit des équations et il a fait, devinez quoi, une unification. Qu'est-ce qu'il a unifié? Oui? Non. Il a dit, il y avait de la lumière, il y avait des phénomènes électriques, il y avait des phénomènes magnétiques, eh bien tout ça c'est pareil. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la radio et la télévision. Toujours pareil, unification, changement de paradigme. Avant Maxwell, quand on voulait communiquer, il fallait envoyer un cheval. La poste, les calèches. Après Maxwell, vous avez votre téléphone. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer. Je ne sais pas si vous imaginez le changement de société que ça donne. Encore une fois, c'est aussi une grande unification. Et cette grande unification, Maxwell l'a faite, et évidemment, elle reste, mais c'est même, je n'ai pas le temps de vous en parler, c'est en partie à cause de cette unification de Maxwell qu'Einstein a trouvé sa relativité restreinte. Mais ça, c'est un petit peu plus technique, je n'en parlerai pas. Moi, question. Oui. Si on est dans un repère en mouvement, ça veut dire qu'il n'y a plus de milieu du temps aussi, plus de présent, plus de passé et de futur, mais juste du présent. Ah non, non, le repère en mouvement, vous changez simplement votre origine. Et vous avez des équations de transformation qui s'appellent les transformations de Lorentz, c'est-à-dire que les phénomènes vous apparaissent un peu différemment, mais vous avez toujours l'espace et le temps. Puisque l'espace et le temps définissent ce qu'on appelle un container, dans lequel vous n'arrêtez pas le temps. On va l'arrêter tout à l'heure. Ben, on ne va pas l'arrêter, on va le détruire. C'est encore mieux. Mais pour le moment, en relativité, le temps, c'est pas parce que vous changez de repère que vous n'avez pas de temps. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand vous changez de repère, les durées sont plus élevées. C'est-à-dire que quelque chose qui vous paraît long dans un repère sera de durée plus longue dans un autre. Vous changez les durées, mais le temps est toujours là. Vous le dilatez, vous le compressez. Non, on ne le compresse pas, on le dilate. Et quand vous dilatez le temps, vous rétrécissez l'espace. Et là, on dit que les règles raccourcissent et que les horloges ralentissent. Mais le temps reste. C'est juste sa métrique qui est affectée. Bon, ça, je peux passer, c'est juste pour justifier la chose, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, ça, c'était la relativité. Si, avec ça, je ne serais pas là. En particulier, si vous voulez comprendre ce que c'est que l'eau, c'est pas avec la relativité que vous allez comprendre. Il y a une autre science qu'on a découverte au début du XXe siècle, qui est donc ce qu'on appelle la physique quantique. C'est-à-dire que, là aussi, les choses ne sont pas aussi simples. Si vous regardez, en fait, la relativité, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il y a une vitesse maximale de propagation de l'énergie, qui est la vitesse de la lumière, qu'on ne peut pas dépasser, et il y a une puissance maximale de dissipation qui est donnée par la relativité générale. Est-ce que vous voyez que ça définit des limites par le haut? C'est-à-dire que je suis limité dans ce que je peux faire par le haut, aussi bien en vitesse qu'en énergie. La relativité générale ne vous limite à rien par le bas. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'au repos, jusqu'à la vitesse nulle. De la même façon, vous pouvez aller jusqu'à l'énergie nulle. Il n'y a pas de limite par le bas. C'est tolérable, ça? Et le nul, c'est pas une limite? Non. Ben non, parce que l'énergie nulle, il n'y a pas d'énergie. Quoi, tu veux imaginer une énergie qui est moins que zéro? Non. Mais il ne peut pas être moins que zéro. C'est donc une limite. C'est un plancher. Non, mais quand on parle de limite, si tu veux, quand tu dis par exemple 3 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est pourquoi pas 3 10 puissance 9. Oui, c'est ça.
Quand tu dis 0, c'est 0. Il n'y a pas 36 000 zéros. D'accord. Alors que quand tu dis j'ai une vitesse limite supérieure, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est parce qu'on l'a défini comme ça. Pardon? On l'a défini comme ça. Non, on ne la définit pas du tout comme ça. On fait des mesures et on voit qu'elle est comme ça. C'est pas nous qui la définissons. Ce qui donne cette limite, cette vitesse limite, c'est qu'on veut que la vitesse de la lumière soit la même pour tout le monde. C'est ça qui donne. Mais ça ne donne pas sa valeur. Ça ne donne pas sa valeur. Ça donne juste qu'elle existe. Après, pour avoir sa valeur, il faut faire des mesures. On mesure à quelle vitesse se propage la lumière dans le vide et on voit bien qu'à ce moment-là, c'est cette chose-là. Alors, évidemment, avoir une limite par le haut et pas de limite par le bas, il y a des gens qui étaient gênés avec ça. Parce que ne pas avoir de limite par le bas, on a un petit problème. C'est que ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux aller jusqu'à des choses qui sont des points mathématiques. Mais des points mathématiques, ce ne sont pas des choses physiques. On comprend bien que si je casse ma matière en petits bouts, et à un moment donné, je vais buter sur quelque chose. Alors, on le savait très bien, puisque les Grecs, déjà à l'époque de Démocrite, avaient dit il y a du vide entre la matière et donc il y a les atomes. Et quand vous coupez une matière en petits bouts, vous tombez sur l'atome. Alors, on va d'abord dire que l'atome est insécable, comme disaient les Grecs, puis après, comme on est quand même des gens intelligents, on va construire des machines pour casser l'atome, on va y arriver, puisqu'on va faire la bombe atomique. On va dire, finalement, l'atome, c'est pas le truc ultime, donc on va découvrir le noyau, avec ses contenus d'électrons. Et puis on va découvrir que dans le noyau, on va casser le noyau, on peut casser le noyau, on va trouver des protons, des neutrons. Et puis vous connaissez l'être humain. Ce qu'il adore, c'est casser. Donc quand on va lui donner un proton et un neutron, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais le casser. Et on casse. Et on a trouvé les quarks. On a vu qu'à l'intérieur, il y avait des petits morceaux, dans les débris. Les quarks. Puis on est en train d'essayer de casser les quarks. Ça s'appelle le CERN, à Genève. Vous avez peut-être entendu parler. Et entre nous soyons, on essaye de casser les quarks. Je vous rappelle quand même que le budget du CERN, c'est tous vos impôts qui y passent. D'accord, vous payez des gens pour qu'ils essayent de casser les quarks. Il vaut mieux le savoir. Alors pourquoi il vaut mieux le savoir? Parce qu'on a des bonnes raisons de croire que les quarks sont incassables. C'est-à-dire qu'on est en train de bouffer de l'argent pour rien. Des milliards d'euros sont engouffrés dans ces appareils pour essayer de casser quelque chose qui est peut-être incassable. Bon, c'est peut-être mieux de le savoir. Parce que c'est vos impôts. Et quand je dis vous, ceux des Français, mais aussi ceux des Autrichiens, des Allemands, c'est toute l'Europe. Mais c'est pas que le CERN à Genève, c'est pas simplement l'Europe, c'est aussi les États-Unis, le Japon, la Russie, ils mettent tous au bassinet. C'est des budgets colossaux. Ça, c'est cette folie qui veut qu'on veut casser. Or, la physique quantique va nous dire que non. On ne peut pas casser au-delà d'un certain seuil. Ce seuil, il est donné par une nouvelle constante, comme tout le monde de la nature. C'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Elle s'appelle H. Ne me demandez pas pourquoi H. C'est la notation qui est habituellement utilisée pour cette constante. Donc, cette constante de Planck, elle nous donne ce qu'on appelle la limite d'action. C'est-à-dire que, maintenant, quand vous passez en physique quantique, quand vous êtes en relativité, vous n'avez que deux choses, le mouvement et l'énergie. Ce sont vos grandeurs. La physique quantique vous introduit une nouvelle grandeur, c'est l'action. Donc le mouvement, c'est quoi? C'est le produit de la masse par la vitesse. L'énergie, c'est la masse par la vitesse au carré. La physique quantique va nous introduire cette nouvelle quantité, qui est ce qu'on appelle l'action, qui est la masse que multiplie une surface que divise un temps. Alors l'action, vous la connaissez bien. Et c'est là où, encore, ça va faire un changement de société. Parce que, quand vous voyez des gens qui font des soins dits énergétiques, ils disent « Ah, je travaille avec l'énergie ».
Après, vous travaillez avec l'action. Vous faites une action. Et ensuite, votre corps utilise de l'énergie pour traduire cette action que vous avez faite. Si vous confondez l'action et le moyen par lequel l'action se fait, eh bien, vous faites une erreur. Et c'est une erreur toujours très grave que de confondre une masse que multiplie une surface que divise le carré d'un temps avec une masse que multiplie une surface que l'inverse. Ce sont deux concepts différents. Je peux vous prendre une image pour vous expliquer la différence entre l'énergie et l'action. Si vous prenez par exemple ce verre qui est là, je vais le mettre ici. Est-ce que vous voyez tous qu'il y a de l'énergie dans ce verre? Non. Ben si. Parce que si je ne le mets pas là et si je le mets là, je vais avoir du mouvement. Et pour créer du mouvement, il faut de l'énergie. Donc ça veut dire que même quand le verre est là, il y a de l'énergie. Simplement, elle ne se manifeste pas sous forme d'action. Par contre, si je mets le verre ici, j'ai la même énergie. J'ai la même énergie, j'ai rien changé au connu. Par contre, je vais avoir une action, un mouvement, c'est-à-dire que le verre va tomber. Elle apparaît dans la mesure où tu es obligé. Non, elle n'apparaît pas, elle est toujours là. Parce qu'il est lourd à porter. Non, non, elle est toujours là. Ce qui apparaît, c'est l'action. Qui avant n'apparaissait pas. Pour ça, il ne faut pas confondre action et mouvement et énergie. Ce sont trois choses différentes. Et chaque fois que vous progressez, que vous faites des distinctions qui ont lieu d'être, vous progressez dans la connaissance. Parce qu'avant, les gens mélangent tout. Et quand vous mélangez tout, c'est pas clair. Mais quand vous commencez à bien comprendre les choses, tout devient bien carré. Moi, je peux vous dire que vous travaillez, quand vous travaillez en psychonomie, vous faites une action. Et ensuite, vous avez besoin d'énergie pour que cette action se manifeste. Mais cette énergie, ce n'est pas vous qui la donnez. C'est le corps sur lequel vous faites l'action qui la fournit. Vous n'amenez pas d'énergie en propre. Vous amenez juste une action, vous changez quelque chose. Alors, les lois sont relativement simples, encore une fois, vous voyez, c'est pas trop compliqué. La physique quantique va nous introduire à ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que vous voyez que maintenant, comme H existe, avant, quand H n'existait pas, ça veut dire quoi, H n'existe pas? Ça veut dire que je peux poser H égale à 0. Quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui est nul. Regardez ce qui se passe si je fais H égale 0. À ce moment-là, ce qu'on appelle la longueur d'onde lambda, une onde, c'est quelque chose qui oscille, vous voyez sur le dessin. La longueur d'onde lambda, c'est la distance entre deux crêtes. Si H est nul, est-ce qu'il y a une relation entre la longueur d'onde entre deux crêtes et la masse et la vitesse? Ben non. Masse et vitesse sont décrivent ce qu'on appelle une particule, masse, vitesse, et lambda décrit ce qu'on appelle une onde. Si H est nul, j'ai le monde des ondes et j'ai le monde des particules. Et les deux sont orthogonaux. Mais maintenant, si H n'est pas nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vois une masse ou une vitesse, en utilisant H, je peux trouver une longueur d'onde. C'est-à-dire que ce que je vois comme une particule, en fait, c'est une onde. Ce que je vois comme une onde, lambda, grâce à H qui n'est pas nul, c'est aussi une masse qui multiplie une vitesse, donc une particule. Dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que c'est une nouvelle unification. Avant la physique quantique, on avait les ondes et les corpuscules. La physique quantique arrive, et c'est la même chose. Vous voyez, encore un pas de plus. Et comme toujours, si cette unification a du sens, bouleversement de société. Et là, le bouleversement de société, on est en train de le vivre. C'est découvrir les probabilités de l'eau. C'est tout le travail que je fais avec Montagnier, que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est parce que le monde est quantique que l'eau est quelque chose de très particulier. C'est pas du tout la substance qu'on pourrait croire si H n'était pas nul. Si H était dit. Donc c'est quand le monde va réaliser ce que l'eau, je peux vous dire que la société va changer.
Mais on a une autre unification. Elle est là. C'est que H intervient aussi au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que H me permet de transformer une masse et une vitesse en un longueur, mais ça me permet aussi de passer d'une fréquence à une énergie. C'est-à-dire que partout où je vois une fréquence, une onde, je peux dire qu'il y a une énergie. Une énergie de mouvement. C'est-à-dire quelque chose qui est corpusculaire. On peut voir comme un corpuscule, où chaque fois que j'ai un corpuscule, je peux voir ça comme une fréquence. C'est-à-dire que maintenant, votre regard sur la matière n'est plus du tout le même. Vous vous voyez là comme un tas de particules, mais vous avez le droit de vous voir comme un paquet d'ondes. Est-ce que ça change le point de vue? Ah oui. Parce que quand je suis un paquet d'ondes, qu'est-ce qui se passe si une onde me rencontre? La question ne se pose pas si H est nul. Hélas, H n'est pas nul. Et donc, la petite borne Wi-Fi que vous voyez là, posez-vous des questions. Vous êtes des ondes, il y a des ondes qui sont émises par cet appareil, ça peut peut-être valoir le coup de regarder un peu ce qui se passe. Donc ça va être la grande révolution de société dans laquelle on va aller, c'est que on va commencer à dire aux fabricants de téléphones portables d'arrêter de déconner. Parce qu'on est en train de se bousiller la santé. Mais vous savez Nous bien. sommes des ondes, nous ne sommes pas des particules. Alors, on peut se voir comme des particules, mais on a le droit aussi de se voir comme des. Alors ça, c'est les deux grandes révolutions. Il y en a encore deux autres. C'est ce qu'on appelle la phase. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes avec un H qui est nul, il n'y a pas de phase, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire la phase, c'est l'art de toujours pouvoir faire quelque chose, et quand vous voulez que cette chose disparaisse, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous la trucidez, vous la désintégrez. Vous avez par exemple une bactérie qui vous embête. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un antibiotique pour la tuer. Ça, c'est parce que vous êtes dans un monde à H nul. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez un problème, que la seule solution de votre problème, c'est de faire disparaître la cause. Avec la phase, vous êtes beaucoup plus intelligent. Vous dites à la bactérie, ah, je savais que tu existes, mais tu sais, là, tu me fais de bordel. Je suis malade. S'il te plaît, tu as le droit de vivre comme moi. Tu es un être vivant. Simplement, ça c'est moi, ça c'est toi. C'est-à-dire out. Pas chez moi. Je ne suis pas ton repas. Mais c'est pas parce que je ne suis pas ton repas que je vais te tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre une information en opposition de phase. C'est-à-dire, toi, tu arrives avec ton information qui fait qu'effectivement, tu sens que tu peux te vivre. Je vais mettre une phase opposée. Et comme toujours, quand vous avez deux phases, deux choses qui tirent en sens opposé, ça fait vous guérissez. Et vous guérissez en étant ce qu'on appelle un porteur sain. Il n'y a plus besoin d'antibiotiques, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est une autre philosophie. Je ne sais pas si vous voyez le changement de société que ça va nous faire. Plus de pesticides, plus d'antibiotiques. Tout ça, c'est le coût de l'unification de l'onde avec la particule. C'est ça qui est derrière. C'est ce combat-là que je suis en train de mener. Je peux vous dire que c'est pas gagné. Voilà, donc la phase c'est aussi très important. Et puis il y a aussi ça, ce qu'on appelle les relations d'incertitude. C'est-à-dire que vous avez toujours du mouvement. L'état de repos n'existe pas. Et ça a une conséquence, c'est que même quand vous êtes dans le vide, vous avez une énergie, vous avez une vitesse, même à température nulle. Le mouvement fait partie de la nature. Et encore une fois, vous le voyez très bien, parce que qu'est-ce que vous voyez apparaître de l'autre côté de l'inégalité? Notre constante de Planck. Si elle était nulle, on aurait un état de repos. On pourrait se reposer. Mais comme elle n'est pas nulle, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une énergie de point zéro, qu'on appelle l'énergie du vide.
elle existe, elle est réelle. On ne peut jamais arrêter la vie, le mouvement. Il y a toujours quelque chose. Ça vient aussi avec l'unification en particules. Alors, il vient autre chose, un petit truc qui est un petit peu technique, mais qu'on peut expliquer relativement simplement. Vous prenez une bande de papier. Et vous voyez, vous notez A, B, C, D, les bouts de la bande de papier. Et ensuite, ça, vous pouvez le faire chez vous. C'est très instructif. Vous repliez cette bande et vous collez le côté AB sur le côté CD. Juste comme ça. Vous faites ce qu'on appelle un anneau. Après, je vous demandais de prendre un crayon et de tracer un trait sur cet anneau. Vous allez voir qu'en tournant de 360 degrés, vous revenez à votre point de départ. Mais qu'il va y avoir un problème. C'est que vous n'aurez couvert qu'un des deux côtés du ruban. Il y aura un côté où vous aurez le trait, mais de l'autre côté, l'intérieur, il n'y aura pas de trait. Ça s'appelle un vecteur. C'est les objets qu'on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire si je tourne 360 degrés, je ne change rien à la nature. La physique quantique nous a découvert d'autres objets, qu'on appelle les spinors, qui ne sont pas des vecteurs et qui sont des objets qui n'existent que dans un monde quantique. Pour avoir un spinor, c'est très simple. Vous voyez qu'au lieu de coller B sur C et A sur D, comme précédemment, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une torsion de 180 degrés, je vais coller A sur C et B sur D. Je tourne de 180 degrés et je colle. J'ai toujours un ruban, mais un ruban qui a une torsion. Maintenant, je vais prendre mon crayon et je vais partir. Et vous allez voir que pour revenir au point de départ, il faut faire non pas 360, mais 2 fois 360. Et que quand vous aurez fait 2 fois 360, vous serez revenu au point de départ, et maintenant le trait sera des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez généré un objet qui n'a qu'un seul côté. Et ça s'appelle un spinor. Vous en avez d'autres. Ça, c'est des spinors. Vos mains sont des spinors. Pourquoi? Parce qu'elles sont attachées à votre bras. Ce qui fait que si vous essayez de les tourner de 360 degrés, vous faites une torsion à votre bras. Il faut tourner 2 fois pour déplier le bras. Les mains, vous faites de la psychonomie, je vous rappelle que vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds sont des spinors. Vous travaillez avec des spinors. On veut le savoir. Alors, ça a des conséquences, comme toujours. Ça veut dire qu'on a 2 types d'objets, qu'on appelle les fermions et les bosons. Vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs. Ben, ça vient de là. Un boson, c'est pas un spinor, c'est un vecteur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se comporte comme une flèche, ou comme un ruban qui est simplement fermé sur lui-même. Un fermion, c'est un ruban tordu. Et on appelle fermion en fait la matière et boson la lumière. C'est la façon quantique de voir la différence entre de la lumière et de la matière. On n'a pas besoin de masse. On regarde juste comment ça tourne. Est-ce que ça tourne comme ça ou est-ce que ça tourne comme ça? Si ça tourne comme ça, c'est un boson. Si ça tourne comme ça, c'est un fermion. Si c'est comme ça, c'est de la matière. Si c'est comme ça, c'est du rayonnement. Ça s'appelle le spin. Demi-entier pour les fermions, entier pour les bosons. C'est la petite subtilité. Alors ça donne évidemment que quand j'essaye de mettre 2 fermions au même endroit, ben, ils s'annulent. Ça c'est la phase. Je ne peux pas les trouver au même endroit. C'est ce qui fait que quand je tape sur la table, ma main ne traverse pas la table. Parce que j'essaye de mettre mes fermions à la place des fermions de la table, et les fermions de la table, ils non. Par contre, essayez de passer votre main dans un rayon de lumière, il n'y a aucun souci. Les bosons, eux, ils acceptent. Les bosons sont pénétrables alors que les fermions sont impénétrables. Voilà, j'ai fini avec le bagage que vous devez avoir pour aborder la science d'aujourd'hui. Il n'y a pas plus à savoir.
Après, le reste, c'est des équations. Donc, on peut regarder maintenant quelques modèles. Par exemple, votre idole. Je sais pas C'est pas la bonne photo. Donc, j'ai choisi une photo avantageuse. C'est une biscuit. Il n'a pas l'air aussi allumé, hein, normalement. Donc, la grande idée de Jean-Émile Charron, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a maintenant deux théories. C'est-à-dire que si je regarde vers le haut, je suis limité par la relativité générale. Et si je regarde vers le bas, je suis limité par la physique quantique. La grande idée de Jean-Émile Charron, mais de tout le monde en fait, c'est encore toujours une idée d'unification. C'est plutôt que d'avoir deux choses, la gravitation et la quantique, c'est de dire qu'on en a qu'une. On va unifier la physique quantique et la gravitation. Ça monte. Bon, dans la complexité. Alors, ça, c'est pas facile. On est toujours en train d'essayer de le faire. On est toujours pas arrivé. C'est-à-dire que là, ce que je vous parle, c'est de la physique du 22e siècle. Sachant qu'on n'a même pas digéré celle du début du 20e. Et là, je vous parle quand même du 22e parce que vous êtes des gens intelligents et qu'il vaut mieux savoir quand même ce qui se prépare, ce qui se trame dans les labos de physique. Alors, Jean-Émile Charron a été un des premiers en France à s'intéresser à ça. Et il a trouvé une solution. Alors, là, j'avoue que j'ai lu le livre. Je ne suis pas très spécialiste de la relativité, moi je suis chimiste. J'ai pas bien compris. Ce que j'ai compris, On va pas le lire. ça je l'ai compris par contre, Évitez. c'est qu'on va l'utiliser évidemment petit i. Et ce qui a tout de suite frappé Charron, c'est qu'ici, vous voyez qu'on n'a pas petit i sur l'espace, alors qu'on doit mettre petit i sur le temps. Donc Charron s'est dit, ah, et qu'est-ce qui se passe si je mets petit i ici et pas petit i là? C'est-à-dire si je mets le caractère imaginaire sur l'espace et pas le caractère imaginaire sur le temps. Autrement dit, si je dis que je peux aller comme ça dans le temps, en avant, en arrière, passé, futur, je peux me déplacer maintenant. Par contre, dans l'espace, je ne peux aller que vers l'avant. Je ne peux aller que dans une direction. C'est ça que ça veut dire concrètement. Et c'est là où il va y avoir une idée. Est-ce que passé, futur, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand vous êtes là, que vous vivez, vous pensez à ce que vous allez faire plus tard. Vous vous projetez dans le Futur. futur. Et de la même façon, vous êtes capable de vous remémorer des aspects du passé. Est-ce que vous le faites avec votre corps? Non. Non, vous le faites dans votre tête. Et ça va être la grande idée de Charron, c'est de se dire, c'est qu'effectivement, un temps où on peut aller en avant, en arrière, c'est la mémoire, c'est l'esprit, c'est la conscience. Et est-ce que la conscience va toujours de l'avant dans l'espace? Ben oui, si vous y réfléchissez. La conscience, si vous y voyez une vision spatiale de la conscience, c'est toujours aller de l'avant. Chaque fois qu'on a acquis une connaissance, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une autre connaissance. On ne revient pas en arrière en annulant la connaissance qu'on vient d'acquérir. Et donc, ça c'est la grande idée de Jean-Émile Charron, c'est d'associer cette symétrisation des coordonnées d'espace et de temps par le nombre i qui, je vous rappelle, symbolise le passage dans une autre dimension. On passe dans la dimension de l'esprit. C'est-à-dire que pour Charron, l'esprit et la matière sont reliés par la gravitation. Parce que ça, c'est ça que je n'ai pas compris, mais bon, c'est qu'il écrit aussi que cette vision de l'esprit et de la matière unifie la gravitation et la physique quantique. Ça, j'ai toujours pas compris. Mais je ne suis pas le seul, parce que personne ne croit à ça. Si vous posez la question de la physique de Jean-Émile Charron, comme il a inventé ce qu'on appelle la psychophysique, c'est-à-dire cette notion que la matière et l'esprit sont très liés, on a tout de suite critiqué Charron sur l'aspect esprit. C'est pas possible ton truc. Et on a jeté son unification de la relativité et de la physique quantique. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de critiques, je n'ai jamais vu une réfutation des équations
de Jean-Émile Champ. Et comme je ne suis pas capable de le réfuter moi-même, ben, j'attends un volontaire. Ah, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot. Vous prenez le bouquin de Charron, en plus il paraît qu'il a calculé les pourcents de la nature et tout. C'est faisable a priori. Mais simplement, il faut être un petit peu relativiste. Mais pas un relativiste comme je vous ai essayé de vous le faire ici, un vrai relativiste avec les équations et tout type. Que moi je ne suis pas. Moi je suis un faux. Voilà, alors ça fait que maintenant on a un objet interne, on a un espace interne, qu'on appelle l'espace de l'esprit, qui est donc avec des coordonnées d'espace complexe et des coordonnées de temps réel. Et puis on a le monde extérieur qui est l'onde d'un corpuscule, la dualité entre corpuscule de l'électron. Alors il va choisir l'électron comme support parce que c'est la particule la plus simple de la nature, matérielle la plus simple. Donc c'est vrai que ce côté-là, on ne peut pas lui reprocher. Il y a tout un zoo de particules en physique et il est allé chercher la plus simple, la plus légère. C'est raisonnable. Après, bon, il faut croire à tout ce qu'il a dit, mais là, bon, vous avez Claudis qui est bien placé pour vous expliquer en quoi tout ça a un rapport avec la psychonomie. Moi, j'ai juste replacé ça dans un cadre un petit peu plus physique, qui est indépendant de la psychonomie, mais vous pouvez très bien vous mettre ici. Alors évidemment, cette conscience, il faut savoir qu'elle démarre avec l'électron, mais évidemment, elle va dans l'espace, toujours vers le haut. Elle ne recule jamais. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu la conscience dans les particules, vous avez la conscience dans les atomes, vous avez la conscience dans les cellules, dans les organes, dans les corps, dans les planètes, et on retrouve ça. Et c'est là où finalement je comprends à peu près Charron quand il dit que ça unifie la quantique et la relativité générale, parce que là, quand vous êtes avec les électrons, vous êtes en physique quantique, et quand vous arrivez à l'univers, vous dites « je suis l'univers ». Mais c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, la leçon de la relativité générale. On comprend bien, intuitivement, cette unification. Ce que je ne comprends pas, c'est dans les détails mathématiques de la façon qu'il a dérivé. Et il est beaucoup critiqué. Il est beaucoup critiqué parce qu'il a fait ça vers les années 60-70. Pour ceux qui ont eu la chance, j'en vois pas mal dans la salle qui ont vécu cette époque, les années 60-70, c'est des années folles. Je veux dire, on se shoot au hashish, c'est le LSD, c'est les hippies, peace and love, je veux dire, c'est une période fantastique. Donc Jean-Émile Charron arrive dans cette période et il nous dit l'esprit, la matière, c'est la même chose. On est ou juste on ne met pas des fleurs dans les cheveux. Et on dit va à San Francisco, voir la Maison Bleue. Vous savez ce qu'on y fait dans la Maison Bleue. Voilà, la Maison Bleue. On y fait beaucoup. Donc c'est cette Il joue de la époque. guitare. Et c'est aussi cette époque qui va faire naître, qu'on va faire qu'on va abandonner complètement ça. Parce qu'il y a d'autres modèles qui vont sortir. En particulier un modèle qui est très très astucieux et qui va, je pense, désintégrer complètement la vision de Jean-Émile Charron. Là aussi, je ne peux pas rentrer dans les détails mathématiques parce que je ne suis pas assez féru dans ce type de choses. C'est la théorie des twisters de Roger Penrose. L'idée, elle est très simple. C'est la même que Charron. C'est de dire j'ai 4 coordonnées d'espace. 3 coordonnées d'espace, x, y, z, et une coordonnée de temps. Au lieu de les écrire comme ceci, comme on le fait avec la métrique de Lorentz, la relativité restreinte, ce qu'a fait Einstein, on va les écrire comme ceci. C'est-à-dire qu'on va additionner le temps avec la hauteur, soustraire le temps avec la hauteur et rendre le plan qui est perpendiculaire à la hauteur, on va le prendre complexe. On retrouve les petits types. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est qu'on fait un double plan en fait. Parce que ça définit un premier plan, et ça définit un deuxième plan. C'est pour ça qu'on a un tableau à 4 chiffres, parce qu'en fait c'est 2 plans. Alors que Charron, lui, en considère qu'un. Enfin, pas Charron, Lorentz, Einstein en considère qu'un. Là on en fait 2. Mais Charron, lui, les dissocie par une interface qui s'appelle le trou noir. C'est quand on passe l'interface entre l'esprit et la matière, on passe par le trou noir. C'est comme ça que Charron fait la différence. Chez Penrose, on les met comme ça. On les met en orthogonale.
Et on va aussi évidemment dire qu'il y a l'espace, qu'il y a la matière, qu'il y a l'esprit, mais ce n'est pas la même façon de connecter les deux plans ensemble. Ça s'appelle une différence topologique. Donc ça va donner la théorie du twister. Et je vous ai mis ici l'image de ce que c'est qu'un twister. Le twister, c'est un truc très joli. C'est un truc qui tourne comme ça, dans tous les sens, et qui se déplace en une part. Et quand vous prenez ça ou ça, c'est pareil. Ça, c'est la représentation graphique de ce qui est ici. Et vous dites que la nature, elle est comme ça. Il y a ce que vous voyez comme des particules élémentaires. On a juste l'habitude de voir comme des petites boules qui se déplacent. Non, ce sont des petites boules, en fait, des lignes de champ qui n'arrêtent pas de tourner comme ceci. Ça s'appelle des twisters. Ça a été aussi inventé à l'époque du twist. À la même époque, toujours les années 60. Et donc, on a pu développer là aussi une unification de la gravité. Donc, on unifie la gravité et la physique quantique. Mais ça aussi, ça va tomber dans l'oubli. Mais ça, par contre, c'est beaucoup plus sérieux que Charon. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont travaillé sur les twisters que de gens qui ont travaillé sur la vision de Jean-Émile Charon. Aujourd'hui, ce que font les gens, c'est qu'ils travaillent avec des cordes. Vous avez sûrement entendu parler de la théorie des cordes. C'est aussi une façon d'aller voir que la gravitation et la physique quantique, c'est la même chose. Alors, les cordes, on veut unifier la gravitation et la physique quantique. On sait très bien comment faire ça. Il faut simplement, on ne peut pas faire ça avec 3 dimensions d'espace. Il en faut plus. Et quand je dis plus, le premier modèle des cordes en avait 25. C'est-à-dire qu'on considérait un espace à 25 dimensions. Bienvenue au club. On a dit tout de suite, ça c'est fou. Surtout qu'en plus, on avait dans cet espace à 25 dimensions des particules qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière qu'on appelle des tachyons. Donc, vous dites des tachyons à un physicien, déjà, il a dit Sainte-Anne, nazie. Donc on a quand même un petit peu réfléchi et on est aujourd'hui arrivé quand même à réduire un peu ça. On a supprimé les tachyons. Et on peut supprimer les tachyons en passant dans un espace à 10 dimensions au lieu de 25. Par contre, on garde une dimension de temps. Ce qui fait que l'espace-temps, au lieu d'être de dimension 4, 3 espaces, un temps, il est de dimension 11. 10 espaces, un temps. Alors, je vois des regards étonnés. J'ai beau regarder mon espace, je vois qu'il en voit que 3. Et les physiciens nous disent qu'il y en a 11. Alors, ils sont très malins, les physiciens. Ne dites jamais à un physicien qui ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il dit, il y en a 3 que vous voyez, mais il y en a 7 qui sont enroulés. Alors, qu'est-ce que c'est que dimension enroulée? En fait, c'est tout bête. Vous voyez ici, vous avez l'impression d'avoir un objet à 2 dimensions. Pourquoi 2 dimensions? Parce que c'est un plan. Bien sûr. J'espère que c'est pas c'est la grenade de la journée. On va enrouler une dimension. On va l'enrouler jusqu'à ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Et maintenant, je n'ai plus que une. Donc ça, c'est la grande astuce de la théorie des cordes. C'est de dire on n'en voit que 3 et les 7 autres sont enroulés. Mais l'enrouler de façon tellement petite qu'on ne les voit pas. Mais elles sont là. Et ça, c'est toujours le trait des nouvelles théories, c'est qu'elles vous introduisent toujours à 2 mondes. Un monde que vous voyez et un monde que vous ne voyez pas. Et toutes les théories se différencient pas par le monde qu'on voit, parce qu'elles sont toutes d'accord. Elles se différencient par la façon dont on décrit le monde qu'on ne voit pas. Donc, la relativité complexe de Jean-Émile Charon, ça consiste à décrire le monde qu'on ne voit pas d'une certaine façon. La théorie des twisters, ça consiste à décrire ce même monde qu'on ne voit pas d'une autre façon. La théorie des cordes, c'est une autre façon. Mais c'est même pire que ça. C'est qu'on a calculé le nombre de façons, parce que vous me rappelez qu'on peut enrouler bien sûr comme ceci, on peut enrouler des sphères, on peut enrouler des cylindres, on peut enrouler tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, quelle est la topologie des dimensions qu'on enroule? Eh bien, il y a à peu près 10 puissance 500 théories des cordes différentes. Ah oui. Donc on est cool.
On peut le choisir. Parmi ces 10 puissance 500 théories, il y en a forcément une qui décrit le monde dans lequel on est. Donc en fait, on dit souvent que la théorie des cordes n'est pas une théorie. En fait, c'est un grand fourre-tout. Il y a tellement de choses qu'on y trouvera toujours ce qu'on a besoin. Mais je vous rappelle que ce grand fourre-tout, c'est quand même celui-là qui fonctionne au CERN à Genève. C'est celui qui consomme tous nos crédits et tous nos impôts. Parce que 99% des physiciens aujourd'hui travaillent en théorie des cordes. Alors, théorie des cordes, c'est tout simple, c'est de dire simplement qu'au lieu d'avoir des objets ponctuels, on a des cordes. Une corde, ça a deux bouts. Si j'ai une corde qui a deux bouts, ça s'appelle de la lumière ou de la matière. Si je referme la corde sur elle-même, pour faire une boucle, ça s'appelle de la gravitation. Je vous passe les délices mathématiques. C'est juste l'intérêt de bien comprendre que ça existe et que surtout 89% des gens travaillent dans cette direction. C'est aujourd'hui la théorie qu'on estime être la plus intéressante scientifiquement parlant. Pourquoi? Bonne question. Merci Geneviève. Parce que ces gens-là occupent tous les postes universitaires. D'accord. Donc ils recrutent des étudiants qui sont en accord avec ce qu'ils veulent bien chercher. On est en train de, il y a des sociologues qui sont en train de se poser la question pourquoi on est arrivé à une telle situation. Comment, alors qu'on a plein de théories de gravitation quantique, pourquoi la théorie des cordes est aussi hégémonique? Parce qu'on attendrait d'une théorie scientifique, s'il y a plusieurs théories scientifiques, on s'attendrait que les scientifiques se répartissent statistiquement sur les différentes théories. Or non. La théorie des twisters, par exemple, il n'y a pas plus de 50 personnes dans le monde. Alors que sur la théorie des cordes, ils sont plusieurs millions. Des sociologues travaillent là-dessus pour essayer de comprendre. C'est donc un autre niveau, c'est ce jeu. Alors, il y a une autre unification que moi j'aime bien. Je pense que ça en fait c'est la bonne. Non, il faut bien avoir un avis. Je vais vous expliquer. C'est l'unification où on unifie évidemment la gravitation et la quantique, hein, c'est toujours les mêmes idées. Mais là, on va dire que l'espace et le temps n'existent pas. C'est nous qui le créons. Et encore même pire, c'est nous aussi qui créons la matière, l'espace et le temps. Et ça s'appelle la gravitation quantique. On peut la comprendre très facilement avec les quelques corrélations que je vous ai données. Si ça vous fait peur, c'est pas grave. Tout est là. C'est-à-dire que je vais regarder une région vide. Qu'est-ce que c'est qu'une région vide pour moi? C'est une région où j'enlève de la masse. Puis quand il n'y a plus de masse, j'enlève le rayonnement. Puis quand il n'y a plus de rayonnement, et plus de masse, plus de bosons, plus de fermions. C'est vide. Bravo. Est-ce que je peux réaliser cette situation? Non. À cause des relations d'incertitude d'Heisenberg. Parce que quand vous arrivez jusqu'à cet état du vide, il y a toujours du mouvement. Il y a toujours quelque chose qui bouge. Et ça donne de l'énergie. Mais de l'énergie, d'après Einstein, c'est de la masse. Donc c'est ce qui est écrit ici. C'est que si j'essaye de prendre du vide, je peux toujours tirer une certaine quantité de masse du vide et ça me donne une limite inférieure de la masse. L'autre côté, c'est que je tire cette masse du vide. Je la crée. Et c'est là où moi ça m'intéresse. Parce qu'on parle de création de matière à partir du vide. On crée de la masse. Est-ce que j'ai le droit de créer un trou noir? Ben non. Je ne peux pas créer quelque chose, je peux aller jusqu'au trou noir, mais je ne peux pas aller au-delà. Donc si je sors une masse du vide, je sais que la limite supérieure de cette masse sera la masse d'un trou noir. C'est-à-dire, je dis qu'il n'y a pas de différence entre un trou noir qui est une matière complètement dense et du vide qui est l'absence totale de matière. Vous voyez de quelle unification on parle? D'unifier ce qui est le tout plein avec le tout vide. Ah, encore un beau changement de société en perspective. On fait cette unification-là, et ça c'est la deuxième inégalité qui est là. C'est-à-dire qu'on peut effectivement tirer de la masse jusqu'à ce qu'on atteigne notre trou noir et après on ne peut plus. Mais alors maintenant vous avez une limite inférieure de masse.
vous avez une limite supérieure de masse. Vous connaissez les scientifiques. Inférieur, supérieur, inférieur, supérieur. Là, forcément, qu'est-ce qui se passe si les deux limites coïncident? Mais si je suis dans un état où j'ai plus de place, ce qui est à gauche, ma limite inférieure atteint ma limite supérieure, c'est-à-dire le vide devient un trou noir. Ça s'appelle la masse de Planck. On peut la calculer, elle vaut 22 microgrammes. C'est la masse maximale que peut avoir une particule élémentaire. 22 microgrammes, c'est la masse d'un ovule. D'un ovule? D'un ovule. À peu près 22 microgrammes, ça correspond à la masse d'un ovule. Mais on ne parle pas d'un ovule de matière, on parle d'une particule élémentaire qui aurait la masse. D'un ovule, d'accord. Ça correspond à du temps qui est à 10-44 secondes et à de l'espace qui est à 10-35. C'est tout petit. Et c'est parce que c'est petit que c'est intéressant. Parce que comme ces structures qu'on crée de la masse, de l'espace et du temps sont si petites, vous faites un mètre. Est-ce qu'à votre échelle d'un mètre, vous pouvez voir des détails de 10-35 mètres? Regardez par exemple la Lune vue de la Terre. Elle vous apparaît plate. Pourquoi? Parce que les reliefs sont évidemment écrasés par la distance d'observation. C'est la même chose. Vous voyez l'espace, vous voyez le temps, vous voyez la matière, mais vous les voyez d'une telle perspective que tout ça est écrasé, vous avez l'impression de voir une matière continue, un espace continu, un temps continu. Et si vous étiez capable d'aller jusqu'à ces échelles-là, vous verriez un océan bouillonnant de particules. Ça n'arrête pas de sortir, ne gêne pas. Le vide est un milieu en ébullition. C'est ce qu'on appelle des particules virtuelles. Ce sont des particules qui sortent, existent et meurent très rapidement, d'autant plus que leur énergie est grande. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous baissez l'énergie, c'est-à-dire que si vous demandez non pas de la matière, parce que ça coûte très cher la matière, mais si vous demandez juste du rayonnement, et que vous demandez un rayonnement de très grande longueur d'onde, ça va pouvoir durer des siècles. C'est-à-dire que je peux tirer du vide de très faibles quantités d'énergie qui peuvent durer très longtemps. Et donc, ça veut dire que le vide, en fait, est la source de matière. C'est lui qui crée la matière. Après, il la crée en fonction du niveau d'énergie qu'on l'excite. On excite le vide, et en fonction de l'excitation qu'on lui donne, il vous donne ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez un photon, vous l'utilisez comme ça, et il vous donne un photon pendant une certaine durée de temps. Mais c'est une action, là. Hein? Oui, on excite. C'est-à-dire que la matière, l'espace et le temps sont des excitations de quelque chose qui est vide. Ce vide, évidemment, s'appelle un champ, en fait. C'est pour ça qu'on parle de théorie quantique des champs. Donc on excite du champ, et on a une belle image pour expliquer ça. C'est que quand vous regardez la mer, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez de l'eau. Ça, c'est le champ. Et qu'est-ce que vous voyez dans ce champ? Des vagues. Ça, c'est des ondes. Et qu'est-ce que vous voyez sur les vagues? De l'écume. Ça, c'est des particules. Mais est-ce que vous pouvez séparer les ondes de l'eau? Est-ce que vous pouvez séparer les particules de l'onde sur lesquelles elles sont? L'onde, le vide, c'est l'eau. L'onde, c'est la lumière. Et les particules, c'est vous. Vous êtes des structures éphémères de matière qui émergent suite à des excitations du vide. Et comme toutes les structures, on les reconnaît, c'est que quand vous naissez, une écume n'est pas toujours là. À un moment donné, elle n'est pas là. Puis tout d'un coup, on la voit. Elle est née. Et qu'est-ce qui va se passer un peu plus tard? Elle va retourner au champ. Ça s'appelle la mort. Donc chaque fois que vous naissez, vous sortez du champ, sortez du vide. Chaque fois que vous mourrez, vous retournez dans ce champ. Et ce champ, on sait aujourd'hui qu'il est bourré d'informations. Et en fait, c'est un champ qui contient toute l'information de toute la vie depuis le début de l'univers.
C'est-à-dire que quand vous retournez dans ce champ, vous pouvez revivre tout ce que vous avez vécu en tant que conscience tout au long de l'évolution de la matière. Là, on est au XXIIIe siècle. On n'y est pas encore. Mais Mais il faut y penser. Il faut y penser. Steiner l'a fait. Oui, non mais bien sûr, tous les philosophes l'ont fait, je veux dire. Moi je parle de faire ça dans un cadre de la science, c'est-à-dire avec les outils de la science, je ne parle pas de la philosophie. La philosophie, il a déjà fait tout ça. Quand je vous parle par exemple de cette théorie quantique des champs où on sort de la matière du vide et on la remet dans le vide, en philosophie ça s'appelle l'hindouisme. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'hindouisme? Ben, on vous dit qu'il y a Brahma, qu'est-ce qu'il fait Brahma? Ben, il crée à partir du vide. Que fait Shiva? Ben, il détruit ce qu'a fait Brahma. Et que fait Vishnu? Ben, il s'arrange pour que ça reste à peu près stable. En physique quantique des champs, on a un opérateur de création Brahma, on a un opérateur de destruction Shiva, et quand vous faites le produit de Brahma par Shiva, vous obtenez Vishnu, ça s'appelle l'opérateur monde de particules. C'est écrit dans les lois de physique. Mais il faut aller jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on peut retourner dans le temps. Bien sûr. Alors, on ne retourne pas dans le temps. Parce que le temps n'existe plus, l'espace n'existe plus. On retourne dans ce qu'on a vécu, qui est différent. C'est-à-dire que le temps en physique, quantique, c'est comme si vous imaginez, vous avez l'habitude de voir le temps comme une succession. Quand vous repartez dans le champ, en fait, cette succession disparaît. Il n'y a plus cette succession linéaire de causalité. Par contre, vous récupérez toutes les photos en bas. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, ça fait un gros album. Mais au lieu que ce soit bien classé, c'est un tas de photos complètement éparpillées. Mais elles sont là. Ah ben tiens, oui, j'ai été ça, j'ai été ça, j'ai été ça. Mais vous ne pouvez pas ramener ça sur la surface, sur les cubes. Ça reste dans l'océan. Pour ramener ça, il faut plonger dedans. Il faut quitter la surface, aller dans l'eau. C'est pour ça que l'eau fait peur. La sensation de noyade, parce qu'on retrouve ce qu'on est. Ça fait très peur. Et là, on a accès à ça, puis après on ressort, mais on a oublié. Du moins, on a acquis des niveaux d'information qui vont peut-être faire qu'on va corriger certaines choses qui avaient été faites dans le passé, ou au contraire, si on n'a rien à corriger, ben aller vers toujours plus de conscience, aller vers des choses qui sont de plus en plus intéressantes pour la conscience. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Et est-ce que, j'ai une question, est-ce que justement la petite vaguelette, enfin, par la loi de l'hologramme, elle n'a pas l'information de tout l'océan? Si, bien sûr. Ça, c'est la propriété du champ. C'est-à-dire que quand vous dites que vous êtes sur un champ, il n'y a pas de localité sur un champ. Un champ se définit dans l'espace potentiel. Donc chaque point du champ est en contact avec un autre point du champ. C'est la non-localité. Donc, après, il ne faut pas aller dire que c'est holographique. C'est-à-dire que chaque point du champ contient en fait tout le champ. Ça, c'est encore autre chose. Ça pourrait l'être. Ça pourrait être. Mais là, un champ, par contre, c'est non local. Alors, ça s'appelle la gravitation quantique à boucle. Et l'idée, c'est d'aller mettre la réalité, donc, non pas sur les objets. Et on vous dit que les objets n'existent pas. Ce sont des illusions. Alors là, je suis bouddhiste. Les objets n'existent pas. Par contre, ce qui existe, c'est les lignes de champ entre ces objets. Et soit elles sont ouvertes, comme ici, vous voyez, j'ai une charge de plus, j'ai une charge de moins, on voit une ligne de champ qui part de plus pour aller vers le moins. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle une force et des particules. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la force de la particule. C'est parce que j'ai les particules que j'ai la ligne qui les joint. Et ça, c'est ce qu'on appelle le champ. Si j'enlève les particules, le champ reste. Mais à ce moment-là, les lignes se bouclent. On fait ce qu'on appelle des boucles. C'est pour ça qu'on appelle la gravitation quantique à boucle. C'est donc la structure de l'espace. Lorsqu'il n'y a pas de matière, c'est que des structures en boucle. Dès que vous mettez de la matière, les boucles s'ouvrent et viennent se finir sur les pôles matériels que vous avez mis dans le vide.
Alors on les connaît très bien, vous avez les champs électromagnétiques de Maxwell, les champs de gravitation d'Einstein. Donc ça porte des termes un petit peu techniques. On appelle ça les champs de jauge. Les champs de jauge sont des champs qui peuvent se boucler sur un kilomètre. Et là-dessus, sur ces boucles, en fait, on va mettre ce qu'on appelle du spin, c'est-à-dire qu'on va mettre des particules qui tournent comme ça, ou qui tournent comme ça, avec des nœuds, des liens. Et c'est ça la réalité, dans cette théorie. Là, je vais un peu vite parce que c'est très technique, mais je vous donne juste l'idée. L'idée, c'est que ce qui est important, vous voyez, c'est pas la forme que prend la boucle. C'est le fait que deux pointes sont liées ou pas. C'est-à-dire que la réalité se trouve entre les choses et non pas dans les choses. Ça, c'est la gravitation quantique à boucle. Quand vous pensez comme ça, c'est-à-dire vous voyez par exemple, moi et vous, en fait, vous me percevez comme étant différent de vous, mais en fait, je suis vous. Il y a une ligne de champ qui nous unit et qui fait que on est l'un et l'autre. Alors, pourquoi j'aime bien cette vision? Parce que je suis foncièrement non-violent. Et que quand vous percevez que l'autre c'est vous, c'est pas la peine de lui taper dessus. Parce que sur qui vous tapez? Vous. Et plus vous tapez sur l'autre, plus c'est vous qui mord. Et ça, c'est la gravitation quantique en boucle, c'est-à-dire ça vous apprend à être non-violent. C'est ça que j'aime bien dans cette théorie. Voilà, alors, on a les nœuds. Vous voyez, il y a des endroits où ça fait des nœuds. Ça s'appelle des quantums de volume. Et les nœuds, des fois, se relient entre eux. Ça s'appelle des quantums de surface. Puisque deux volumes se réunissent par une surface. Et c'est ça la réalité. Vous faites des graphes. Et c'est ces graphes, vous êtes des graphes entre des quantums de volume et de surface. Et plus vous avez de quantum de volume, plus vous avez de quantum de surface, plus vous êtes conscient, plus vous êtes un objet intéressant. Là, on est au 24e siècle. Donc, quand vous êtes à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle des réseaux de spin. Vous êtes l'espace, vous êtes le temps, et vous êtes évidemment la matière. Vous êtes le maître de votre univers. C'est vous qui créez la réalité. Alors c'est important parce que ça veut dire que la réalité que vous observez est le résultat d'un ensemble de nœuds et de liens. Si vous changez les nœuds et si vous changez les liens, vous changez la réalité matérielle. C'est pas des psychonomistes que je vais apprendre ça. Mais comme l'autre, c'est moi. Alors, pourquoi moi je changerais quelque chose? Comment ça, l'autre, c'est moi? Puisque, Oui, il y a un champ qui t'unit, mais enfin, après, il y a aussi une distance. Tu n'es pas obligé de rentrer dans l'autre. Il y a des cas où on le fait. Ça dérape. Ça donne des liens très particuliers. Moi, je parle de liens un petit peu plus distants. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez, quand vous voyez quelqu'un, et je pense que, je ne suis pas un psychanalyste, hein, je connais la théorie par Claudine, mais chaque fois que vous voyez quelqu'un qui fait une passe de main, ou qui fait ce que vous faites, c'est-à-dire que vous travaillez sur la personne, mais sans essayer de mettre d'intention, sans essayer de vouloir changer les choses. En fait, dans ce nœud, dans ce réseau de nœuds et de liens, vous ne les détruisez pas, vous les réorganisez simplement. C'est-à-dire que là, vous dites ce lien, on va le mettre ici, ce lien, on va le mettre là. Et vous faites ça. Et vous ne faites rien parce que ça se passe à une échelle que vous ne pouvez pas imaginer dans un monde qui est inobservable. Et ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Comme nous sommes ces nœuds, c'est bien notre réalité, c'est ça, ben, la personne change. C'est-à-dire qu'elle avait mal, elle n'a plus mal, ou elle avait une façon de voir la vie, elle la voit complètement différemment. On a des gens, par exemple, quelqu'un qui a une conversion subite de Saint-Paul sur le chemin de Damas, je peux vous dire que Dieu il est allé dans les nœuds et dans les liens, il a fait un sacré truc. Le pauvre Saint-Paul, il ne s'est pas reconnu. Quand vous voyez quelqu'un qui change complètement de personnalité, c'est possible. Et c'est pour ça que
On parlait tout à l'heure de la violence, mais quand vous avez le pire des assassins et le pire des salopards, au lieu de le mettre sur la guillotine, changez ses nœuds et ses liens. Il pourra devenir l'être le plus magnifique du monde. C'est ça, la gravitation quantique. J'ai C'est là où j'ai encore de l'espoir. Alors. C'est là où je voulais vous emmener ce soir. Alors, quelle est la différence entre les cordes et les boucles? Il ne faut pas faire le mélange. Parce que c'est vrai qu'une corde, on peut faire une boucle. Je ne voudrais pas que dans votre esprit, il y ait de confusion. Ça sent nul. Alors, une corde est une ligne fermée dans l'espace générant une force ou une masse. Mais la corde est séparée de l'espace. C'est-à-dire que j'ai l'espace comme un conteneur, et dans ce conteneur, je mets des cordes, je peux boucler ou pas. Ça, c'est la théorie des cordes. Il y a 10 puissance 500 théories comme ça. Et il me faut un espace à 11 dimensions de la supersymétrie, c'est-à-dire qu'il faut dire que les bosons et les fermions, c'est la même chose. Bref, c'est un cauchemar. La gravitation quantique à boucle, c'est une seule théorie, donc pas 10 puissance 500, c'est pour ça que j'aime bien. C'est la qu'une. C'est plus simple. On est dans l'espace à 4 dimensions, 3 d'espace, 1 de temps, donc on n'a pas besoin d'enrouler les 7 autres, on ne voit pas. Il n'y a pas de supersymétrie, c'est-à-dire qu'on a toujours les bosons et les fermions, on a toujours la matière et le rayonnement, et c'est parfaitement compatible avec la théorie quantique des champs et la réalité générale. Et donc une boucle est une fermée qui crée soit l'espace, soit une force, soit une masse. C'est la boucle elle-même qui crée le milieu dans lequel elle est. On a ce qu'on appelle une théorie qui est indépendante du fond de l'arrière-plan. On est à la fois l'acteur et la scène. Et sur, Et si ça c'est vrai, ben, ça peut vous donner des clés de décollage pour ce que vous faites. sur votre schéma, il y avait juste une boucle? Ou il y en a Oui, parce que là je n'en ai mis qu'une. Donc, bon, ben. ça, mais ça, c'est la Ah représentation oui, ça, d'une c'est boucle. une boucle. Ah, d'accord. Mais un peu entortillé avec des nœuds, des liens, c'est ce que je vous expliquais. D'accord. Et ça, vous le percevez comme un morceau d'espace, Oui. un morceau de matière. Tout à fait. Oui. Mais la réalité, c'est pas la forme, c'est les liens et les nœuds que ça fait. Plus vous avez de nœuds, plus vous avez de liens, et plus vous êtes un être complexe. C'est-à-dire si on vous compare, vous, à un chien ou à une bactérie, je peux vous dire que c'est probablement de nœuds et de liens. Et c'est ça qui fait aussi la richesse du perpétuel. Alors, je voudrais terminer avec... Là, je vais être très méchant. Parce que régulièrement, je me fais embêter par un monsieur qui s'appelle Nassim Haramein. C'est-à-dire qu'on me dit ouais, c'est bien ce que vous faites, le vide, la matière, mais Nassim Haramein l'a dit avant vous. Alors, je n'ai rien contre ce monsieur, sauf qu'il se permet de faire de la science, ce qui est une activité légitime. Il vient même de publier un dernier papier qui s'appelle, vous voyez, on est en plein dans le sujet, Quantum Gravity and the Holographic Mass, c'est-à-dire la gravité quantique et la masse holographique. Alors, il y a des gens qui connaissent Nassim Haramein? Bon, si vous ne connaissez pas, vous allez sur le net et vous verrez, il y a des tas de vidéos. C'est un monsieur très séduisant qui mélange le spiritisme, les grandes civilisations, la physique quantique, la relativité, et qui prétend être le nouvel Einstein. Alors, j'ai pris ce papier, mais tous ces papiers sont les mêmes. On a la chance sur celui-là qu'il a été ce qu'on appelle référé. C'est-à-dire qu'il a soumis, parce qu'on a la grosse critique qu'on fait à Nassim Haramein, c'est qu'il dit des choses, mais il ne publie jamais, comme le font les scientifiques. Là, pour une fois, il l'a fait. Alors, il y a eu 3 experts qui se sont prononcés. Donc, le premier expert, il dit, ouais, pourquoi pas, il y a des petits détails qui ne vont pas, il faut revoir la copie. Le deuxième expert, ça aurait pu être moi. C'est-à-dire que ce papier ne contient rien du tout. C'est juste de l'esbrouf. Vous partez d'une relation mathématique, vous faites des tas de calculs pour arriver à la fin à la même relation mathématique. Et vous dites, j'ai justifié le point de départ. Ça s'appelle en physique un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que vous mettez dans l'hypothèse ce que vous voulez démontrer. Alors vous êtes sûr d'y arriver, c'est dans l'hypothèse. Mais vous masquez ça par des calculs. Il prend des chiffres au lieu de prendre de lettres. Donc,
j'ai regardé tout ça, je suis d'accord avec l'expert numéro 2. Tout ça, c'est des trucs, on oublie, c'est n'importe quoi. Alors l'expert numéro 3 m'a beaucoup surpris parce que lui, il dit que le papier est génial et qu'il faut le publier. Donc voilà, vous avez 3 experts, un qui dit faut voir, un qui dit poubelle et un qui dit génial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a toujours des gens qui vont vous dire ah mais ça a été publié, c'est sûr. C'est sûr que c'est sûr. En fait, quand un truc est publié, c'est la conséquence d'un long combat. Il y a des experts qui ont dit oui, des experts qui ont dit non, et il y a un éditeur qui a pris une décision finale. Alors c'est vrai que quand l'éditeur voit 3 rapports qui sont oui, 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 on peut dire que c'est de la bonne science. Là, il n'a pas de problème. Mais quand on est dans ce cas de figure, ça veut dire que ce qui est publié, ce n'est pas l'avis des experts, c'est l'avis de l'éditeur de la revue. L'éditeur prend une responsabilité. Un seul homme décide de ce qu'est la connaissance. C'est pas 3000, mais c'est pas 3 noms non plus. Voilà, c'est pas 3 noms non plus. Alors, je vais t'expliquer la revue, parce que la revue, quand même, est un petit peu particulière. Elle s'appelle Physical Review Research International. C'est ce qu'on appelle de l'open access. De quoi? De l'open access. C'est-à-dire que l'auteur paye pour être publié. Ah oui, d'accord. Moi, c'est facile. Donc, évidemment, quand on paye pour être publié, on peut dire bah, c'est tel monsieur qui l'a référé, c'est son copain. Évidemment, tu auras un rapport favorable. Alors ça, c'est les petits échanges entre Nassim et les experts. Il a corrigé 3 trucs, 3 fois rien. Et alors là, j'ai été scié. Ça, c'est les avis finaux. La version révisée du papier est bonne pour la publication. Je recommande sa publication. Et là, vous avez un autre avis qui dit que c'est bon aussi pour la publication, après correction et quelques petits détails. Donc là, je me dis ça c'est pas normal, parce que quand on a un référé qui dit que tout ça c'est du non-sens, que moi j'ai refait les calculs, c'est du non-sens, je vous confirme. Là il y a un truc. Donc je suis allé regarder qui était l'éditeur en chef de cette revue. L'éditeur en chef, il s'appelle donc Monsieur Dimitri Kuznetsov. Monsieur Kuznetsov, depuis 15 ans, ne fait que publier des faux. C'est quelqu'un qui a fait sa réputation sur la publication, il trafique, il invente des résultats, il invente des manipes, et il fait des articles scientifiques. Il a roulé 3 grandes revues scientifiques avant qu'on détecte la fraude. Monsieur Nassim Haramein, il a choisi de publier dans cette revue. C'est peut-être pas un hasard, parce que je peux vous dire qu'avec ce qu'il a montré dans cet article, ça ne peut pas être publié puisque c'est n'importe quoi. Alors pour ceux que ça intéresse, vous téléchargez le papier, il est très simple, hein, c'est des calculs de terminal. Pour ça en plus, c'est même pas très difficile. Et en fait, voilà ce qu'il fait. Il y a 3 relations. Le rayon de Schwarzschild, ça c'est Einstein. La longueur de Planck, ça c'est la gravitation quantique. La longueur de Compton, ça c'est M. Compton. Tout ça c'est début du XXe siècle. Il dit que tout ça c'est lui. C'est moi qui ai trouvé ça, alors que c'est pas lui. Et là j'ai mis du temps, j'ai trouvé. Il a compris que s'il prenait la longueur de Compton du proton et qu'il divisait par le rayon de dernière valeur qu'on a publiée en 2013, on trouve 1,57. Et là, je le connais, mon Nassim. 1,57, c'est presque pi sur 2. Et tel que je le connais, il s'est dit, bah, supposons que ce soit pi sur 2, vraiment, parce qu'il y a des erreurs de mesure. Il y a des erreurs de mesure, supposons que ce soit pi sur 2. Auquel cas, on arrive à sa fameuse relation qui est là, c'est-à-dire que la masse du proton est liée à sa taille. Avec un 4 qui est tout simplement la confirmation 1,57 égale à pi sur 2. Et ça, c'est du Haramein, et ça c'est faux. Et donc après, il vous bâtit tout le papier, il y a 15 pages de calcul où il tourne en rond sur toutes ces formules. Qui part de celle-là, il passe par celle-là pour arriver là, puis il part de là pour aller là, pour arriver là, puis il part de là pour aller là. Tout le papier, c'est ça. Il n'y a que 5 formules de base, dont une qui est approximative, qui n'est pas de la science,
Et après, vous avez des raisonnements circulaires, d'une formule à l'autre, on part de l'une pour arriver sur l'autre. Et comme ça fait un papier de 15 pages où il y a plein d'équations. Donc, libre à vous d'aller adopter les modes de raisonnement de ce monsieur. Moi, si vous me faites confiance, je vous dis que tout ça, poubelle. On oublie Nassim Haramein. Il y a la gravitation quantique à boucle, il y a la théorie des cordes si ça vous amuse, il y a la théorie des twisters, il y a la relativité complexe de Jean-Émile Charon. On n'a pas besoin de M. Haramein et de ses élucubrations. Mais il voulait prouver quoi? Il appelle ça comment, lui, sa théorie? Ouais. Ouais, il voulait prouver quoi? Ah ben il veut prouver qu'il est le nouvel Einstein. Oui, donc il veut un prix Nobel, quoi, en fait. Oui, non pas un prix Nobel, je pense pas. Mais il y a eu des enquêtes qui sont faites, j'ai vu, il y a sur le net, il est très controversé. Il y a des gens qui pensent qu'il est, mais là on tombe dans une chose où moi je ne suis pas trop d'accord. Autant je condamne sa physique, qui est nulle, autant sur ses idées philosophiques, il dit des choses qui sont intéressantes. Mais par contre, il y a des gens qui disent qu'il est le représentant du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'il veut mettre en place un mode de pensée de type New Age, avec des concepts qui sont simili-scientifiques et que derrière, il y a une prise de contrôle sur vos esprits. Par le biais d'une science que vous ne comprenez pas. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il est simplement imbu de lui-même. Un gros égo. L'un n'empêchait pas l'autre. Et puis le reste. Fumer les neurones. Bon, j'ai été très long, je suis désolé. Non, c'était très bien. Vous pouvez redonner le titre de cette revue Oh oui. Physical Review and Research International. C'est de l'open access. L'open access, ça veut dire que n'importe qui peut la télécharger, la lire, c'est gratuit. C'est gratuit pour les lecteurs, c'est payant pour les auteurs. Voilà, c'est le danger de l'open access, c'est comme l'auteur paye, mais s'il met suffisamment d'argent sur la table, il y a beaucoup d'éditeurs qui disent bah oui, on accepte. Parce que dans les vraies revues scientifiques, moi, pour tous les papiers que je publie, je ne paye jamais rien. Je soumets mes papiers, ils sont analysés par des avis d'experts, comme il se doit, et il me faut 3 avis positifs pour, s'il y a un seul avis négatif, le papier est refusé. Ou alors il faut que je recule une bataille de plusieurs mois pour expliquer que, parce que des fois ça arrive, on tombe sur des experts de mauvaise foi, ou sur des experts qui vous en veulent pour vous en expliquer. Surtout dans ce que je fais, il y a beaucoup de choses que les gens en veulent, parce que je vis par exemple sur les travaux de tout ce qui concerne l'eau. Il y a des experts qui ne s'empêchent pas de dire que tout ça c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est la vie, il faut l'accepter et éviter d'aller dans des revues qui sont quand même, là l'éditeur en chef il est un peu particulier. Voilà, donc si vous n'avez pas été très bavard. Merci beaucoup.